Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs, dames, bienvenue dans Actu Débat de ce mercredi 12 septembre de l'an 2018. Et nous recevons pour vous Jean-Luc Assia-Collé, directeur du journal en ligne e-Visage Togo. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Élie, bonjour aux auditrices et auditeurs de Métropolis. Merci Jean-Luc, ça fait plus de 10 ans que vous n'êtes plus venu ici. Ah oui, ça fait très très longtemps, je crois 10 ans oui, que je suis plus venu à Métropolis, parce que Métropolis c'est ma maison. Hein. On le sait très bien. Eh bien, Idelphonse Akpaki, c'est notre deuxième invité. Il est le directeur de l'éducation du journal La Gazette du Togo.com. Idelphonse, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Eh bien, nous faisons... Bonjour à Jean-Luc. Nous faisons donc... Ça fait un bon moment, il n'est plus arrivé, mais c'est dommage que lui et moi on se retrouvent sur ce plateau. Eh bien, nous avons souhaité donc vous avoir sur le plateau aujourd'hui parce que vous vous intéressez beaucoup à la question de la feuille de route de la CEDEAO, notamment sur le comité de suivi, et vous dénoncez un certain nombre de choses dans vos articles, dans vos écrits. L'occasion nous permet donc de revenir beaucoup plus abondamment sur ce que les éléments de vos dénonciations. Eh bien, nous faisons un clin d'œil à Romuald Lansou, qui est donc le caméraman de la Gazette du Togo.com, qui abat bien sûr un bon boulot sur le terrain pour recueillir les informations, les images et nourrir donc la toile. Merci à vous Romuald Lansou. Presse, c'est ça le journal de notre ami Germain Doubidji. Germain Doubidji, bonjour. Bonjour Elie, bonjour fidèle auditeur auditrice de Métropolis. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois nous sommes assez nombreux au studio de Jean-Alain de la Super Radio Métropolis nommé. L'actualité politique du pays s'impose avec la feuille de route de la CEDEAO qui suscite assez de polémiques. Idelphonse Akpaki, vous suivez de près l'actualité portant notamment sur la crise sociopolitique du pays depuis un certain moment. La feuille de route suscite polémique. Le comité de suivi a eu à faire une première réunion, 2 réunions disons, mais finalement, à entendre les leaders de la C14, c'est une déception. Je crois qu'ils sont mieux placés pour donner un qualificatif aux travaux auxquels ils ont été astreints depuis la dernière fois. Et moi, en tant que journaliste analyste, je note que rien n'a été fait, si tant est que il faut s'en tenir à une feuille de route, même si aujourd'hui, ceux qui sont experts en la matière disent que, en réalité, pour une feuille de route, cela doit comporter un préambule et un certain nombre de choses. On doit se rendre compte que, quand je parle de je fais allusion à ceux qui s'acharnent juste sur l'organisation des élections. Alors que cette feuille de route dont on nous a parlé n'a seulement pas fait cas. Il y a des choses qui sont urgentes à faire, qui sont, je dirais même faciles à faire. Par exemple, la réforme de la Cour constitutionnelle, parce que c'est l'institution qui doit valider à la dernière minute les résultats qui seront issus de ces différentes élections qu'on se précipite à organiser. On ne se précipite pas pour faire la réforme de la Cour constitutionnelle. Mais ce qui me choque également dans cette affaire, c'est que je ne sais pas si aujourd'hui la CEDEAO s'érige en un complice répugnant, parce que ce qui était aussi facile à faire, c'était de montrer la bonne foi des dirigeants togolais en libérant au moins ceux qui ont été arrêtés arbitrairement, qui aujourd'hui constituent des otages politiques. C'est des choses très faciles à faire, qui prouveraient à l'opinion publique que le pouvoir et le gouvernement togolais veulent vraiment faire preuve de bonne volonté et de bonne foi. Mais lorsque, également, au niveau des réformes, surtout constitutionnelles, aujourd'hui on ne sent pas, à 3 mois je dirais, à 3 mois de cette élection-là, on ne sent pas trop ce que sera
cette réforme constitutionnelle parce que j'ai écouté au moins un facilitateur entre-temps qui disait que l'acquisition des 2 tours a été chose faite. Le mandat limité à 2 a été chose faite. Mais aujourd'hui, il faut que l'Assemblée nationale entérine cela. On n'a pas encore enclenché ce processus. Que les textes soient révisés en ce sens. Mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc aujourd'hui, on a comme l'impression que la CEDEAO, comme je l'ai dit, est devenue ou bien s'érige en complice répugnant de tout ce qui se passe au Togo. Pourquoi, parmi toutes ces recommandations-là, c'est seulement les élections qu'on s'empresse à organiser? Mais c'est la question que je me pose. Alors qu'il y a des institutions qui doivent entériner les résultats qu'on n'a pas encore pensé à réformer. Mais vous voyez, mais je ne sais pas trop, je ne sais pas si l'ami et frère Jean-Luc peut confirmer, parce que moi, entre-temps, j'étais un peu déconnecté, mais des confidences ont été faites par un des émissaires qui disait qu'en réalité, que la CEDEAO est au courant de ce que le fichier électoral togolais n'est pas du tout parfait. Du tout parfait. Mais lorsque vous êtes conscient de ce que le fichier électoral n'est pas parfait, et que l'OIF, dans la dernière élection, nous a fait comprendre qu'il y a 72% d'électeurs fictifs, c'est-à-dire de ces électeurs-là qui ont été enrôlés sur la base de témoignages, il faut épurer les décès, il faut prendre en compte ces compatriotes qui ont déjà l'âge de remplir valablement leur devoir civique. On peut le faire en 3 mois, vous êtes sûr? Si déjà on n'a pas préparé quelque chose, parce que nous savons tous que ce système, ce pouvoir, ce gouvernement qui régente le Togo depuis des lustres est spécialiste dans les hold-up électoraux. Je m'arrête là pour le moment. Eh bien, Jean-Luc Assia Collé, des experts électoraux sont annoncés pour renforcer le processus électoral. Tout se focalise désormais sur les prochaines législatives. Et la CEDEAO, à travers le président de la Commission, a dit dans son discours d'ouverture que la date du 20 décembre pour les législatives reste maintenue. Oui, c'est ce que M. Jean-Claude Cassibrou avait dit dans son mot bienvenu hier au niveau de l'hôtel de février. Il faisait comprendre que cette date sera maintenue. Et bien entendu, dans les discussions, il s'est dit qu'il y a des experts qui seront envoyés sur le terrain pour faire le travail. Quand j'entends les gens dire appuyer la CENI, je dis non. Ces experts, ce sont eux en réalité qui vont faire le travail. Quel travail, par exemple? Oui, c'est-à-dire le processus électoral. Le fichier électoral, par exemple, sera revu en intégralité. C'est-à-dire que cet expert-là va revoir le fichier électoral, le redécoupage, tout ce qui est processus électoral sera revu de fond en comble. Mais non. C'est vrai qu'il y a eu déception du niveau de la C14 parce que la C14 voulait en fait que le comité de suivi puisse arrêter le professeur Kodona Kadanga avec ses amis qui sont en train de s'exciter au niveau de la CENI. Mais le problème en fait c'est que le comité de suivi s'est montré impuissant pour réaliser ce vœu et veut se référer aux 2 facilitateurs, le président ghanéen, le président guinéen. Et je crois que bon, de ce côté, moi, je n'accuse pas trop parce que j'estime que c'est un comité quand même constitué des ministres représentant les facilitateurs et le président de la commission. Vous savez, le président de la commission, nous savons tous comment il est arrivé à la tête de la CEDEAO. Il y a les mains des gens qui ont fait beaucoup de choses. Et donc, ce monsieur ne peut pas aujourd'hui se permettre de hausser le ton contre un certain Faure Gnassingbé. Donc, il faut que les présidents eux-mêmes viennent. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été incapable de dire à la C14 que je vais arrêter la CENI, etc. Mais je crois que les présidents facilitateurs viendront eux-mêmes et ils auront peut-être à nous dire si la CENI doit continuer ou pas. Mais à entendre monsieur Thibou Camara, le représentant ministre, représentant d'Alpha Condé, le facilitateur, il a été clair. Il dit que c'est possible que la CENI soit recomposée. Il a dit que la CENI va être recomposée. C'est possible. Oui, c'est ce qu'il a dit.
puisque les deux parties se sont mis d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la C14 a émis le vœu, le pouvoir n'a pas trouvé de problème. Et donc, pour M. Thibou Camara, la CENI va être recomposée. Et je crois que c'est déjà un pas. C'est vrai que ce n'est pas encore acquis, mais pour moi, je dis que c'est déjà un pas. Maintenant, il va falloir suivre les gens de très près, comme du lait sur le feu, pour que cela se fasse. Et comme le disait tout à l'heure mon frère Ridel, que les réformes à l'Assemblée nationale se fassent. Les gens le disent dans la bouche, mais ne veulent pas poser le pas. Et donc, je pense qu'il faut surveiller les gens pour que cela se fasse, qu'on ait les tests revisés et votés, et que cette CENI soit recomposée, et éventuellement qu'on ait peut-être une personnalité neutre à la tête de cette CENI pour qu'on puisse aller à ces élections. Je crois que la date du 20 décembre, au niveau de l'opposition, quand on fait notre enquête, l'opposition en réalité n'a pas peur de la date du 20 décembre. Est-elle prête pour aller aux élections? Non, vous savez, l'opposition, elle est prête depuis, puisque sur le terrain, on l'a toujours vu. C'est l'opposition qui a toujours gagné. Mais avec ce découpage unique que nous avons, le pouvoir, avant même les élections, part déjà gagnant. Mais en réalité, sur le terrain, c'est l'opposition qui gagne. Puisque l'opposition, quand l'opposition a 1 million de voix, on voit combien le régime UNIR a. Et la preuve, UNIR est aujourd'hui sur le terrain en train de faire campagne, de battre campagne, parce que UNIR sait que ça va être chaud. Donc je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas à s'alarmer. Moi, en tout cas, mon humble avis, il n'y a pas à s'alarmer. L'essentiel, c'est de pouvoir pousser les gens à faire ces réformes pour que nous puissions peut-être aller à ces élections. Maintenant, la question de savoir, est-ce qu'avant le 20, on pourra faire toutes ces choses? C'est la question qui se pose. Et c'est là où je rejoins Ildefonse. Il y a la question de la Cour constitutionnelle qu'il faut revoir. Il faut, puisque la feuille de route l'a si bien dit, il faut recomposer la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est pas encore fait. On nous l'annonce, on a encore entendu le ministre Barara qui a annoncé les réformes, mais aucun acte n'est posé. Et je crois que aussi la C14 s'est indignée parce que le monsieur Jean-Claude Brou avait promis un chronogramme lorsqu'il était arrivé tout récemment, mais à son arrivée, malheureusement, ce chronogramme n'a pas été déroulé. Donc la C14 exigeait à ce que ce chronogramme soit déroulé pour qu'on puisse savoir par où on va commencer et par où on va terminer. Eh bien, vous, Germaine Doubidi, vous écrivez sur votre site internet, votre journal en ligne, vous écrivez ceci: réunion du comité de suivi, l'écart entre la moisson attendue et la récolte indigne l'opposition. De quoi vous parlez? Oui, effectivement, bien avant que la réunion du comité de suivi ne commence, des sources proches de l'opposition étalaient, même les leaders de l'opposition aussi le fait, mais des sources proches de la coalition de l'opposition étalaient les ententes justement de la coalition de l'opposition par rapport à la venue des facilitateurs, des représentants, des membres du comité de suivi. On parlait justement de la recomposition de la CENI, avoir un chronogramme bien fait, faire en sorte qu'on reporte justement le processus électoral qui est enclenché depuis un bon bout de temps. Mais à l'arrivée, les membres du comité de suivi ont plutôt annoncé qu'il y aura des experts électoraux et qui vont suivre la CENI, et il y aura également des experts qui vont accompagner la mise en œuvre des réformes telles que prévues par la feuille de route. Eh bien, vous voyez qu'il y a eu une sorte de déphasage justement entre les ententes et ce qui a été sorti finalement. Et donc, vous aurez écouté un certain nombre de leaders de l'opposition hier à la sortie qui parlent justement de déception et d'indignation. Donc, nous voyons qu'en réalité, c'est l'écart donc entre l'attente et les résultats peut-être obtenus qui ont donné cette indignation. Mais avant de clore, est-ce que le comité de suivi pourra quand même, par exemple, connaître de certaines questions? Est-ce que le comité de suivi pourra acter le report du scrutin? Je ne crois pas que cela soit de son prérogative, puisque le comité de suivi est venu pour faire une évaluation justement de la feuille de route que les chefs de l'État ont donnée au peuple togolais. Et là, je voudrais extrapoler pour aborder certains sujets également. C'est-à-dire que
Monsieur Thibaut Camara effectivement a parlé dans son speech, en tout cas lorsqu'il parlait à la presse, évoquait justement la recomposition, mais il parlait aussi de faire en sorte que la CENI soit inclusive. Donc je crois que là, il n'y a pas un langage cohérent. Il faut qu'on nous situe exactement. Que la CEDEAO soit claire. Dans ce qu'on voudrait nous faire savoir. Si la CENI doit être recomposée ou renforcée. Puisque vous vous souvenez que dans la feuille de route, on a parlé de renforcement. Du processus électoral. Et donc l'envoi des experts de la CEDEAO, je crois aussi, participe à cela. Et que, par exemple, si l'opposition reprend sa place justement à la CENI, ça continuera. Ça amènera à amener le processus de façon inclusive et que justement lorsque vous n'êtes pas là et qu'on conduit le processus, vous pouvez créer aux fautes par exemple, mais lorsque vous êtes là et que vous voyez dans le processus s'il y a lieu d'arranger à des endroits, vous êtes déjà là pour aborder de la situation. Maintenant, il y a aussi cette volonté, à mon sens, du niveau de tous les acteurs à ce que les réformes soient faites peut-être avant le 20 décembre. Puisque quand vous écoutez les leaders de l'opposition, il y en a un qui nous a dit qu'ils sont en train de préparer une proposition de loi pour peut-être remettre à l'Assemblée nationale. Et M. Jibé Bara, dans une interview, a donné donc des gages à ce que les réformes soient faites avant le 20 décembre. Mais je le dis toujours, vous savez, au Togo, on est presque d'accord sur les réformes politiques et on aurait pu faire ça depuis longtemps. Mais n'eût été cette question dans aucun cas de rétroactivité et tout. C'est ce qui bloque en réalité le problème. Et Jean-Pierre Fabre l'avait encore dit lors de l'une des interventions, que lorsqu'on va vouloir mettre en application la feuille de route, que tout va bloquer au niveau des réformes justement sur cette question dans aucun cas. C'est là où je voudrais attirer l'attention des uns et des autres. Est-ce que si nous sommes mis d'accord depuis 2014, on pourrait faire ces réformes-là, et celui dont certains acteurs ne voudraient pas voir représenté serait presque à la fin de ces mandats. Il n'aurait pas c'est une proposition de mettre de gens d'église et tout ça là. Et donc c'est comme si on tourne autour du pot et chaque fois ce qu'on aurait dû faire et qu'on a refusé de faire nous rattrape toujours. Et je voudrais aussi dire, est-ce que dans ces configurations, dans ce méli-mollo où nous allons, est-ce qu'effectivement on ne va pas tomber au niveau de l'opposition dans le piège de l'impréparation? Parce que les scrutins, la machine est en marche et que, sauf catastrophe, on ira aux élections le 20 décembre. Maintenant, si on ne prépare pas, si on ne fait pas un travail de terrain, si on ne s'y met pas tôt, je crois qu'on va tomber dans le piège de... En tout cas, Jean-Luc Kassiakole soutenu tout à l'heure que l'opposition est déjà prête pour aller aux élections. L'opposition pour Jean-Luc Kassiakole a toujours gagné les élections. Mais on l'a eu en 2007, en 2013, et compte tenu du discours ambivalent qu'on donnait à la population, on ne va pas aller aux élections, les gens ne s'inscrivent pas sur la liste. Vous savez, si 300 personnes s'inscrivent sur la liste électorale, est-ce que 200 ou 250 sont militants d'UNIR, l'UNIR va gagner les élections. Si vos militants ne s'inscrivent pas sur la liste électorale, comment vous voulez gagner les élections? Non, eh bien, je crois que mon ami Dubidi est complètement à côté de la plaque. Écoutez, cette histoire de l'opposition qui dit à ses militants de ne pas aller s'inscrire, c'est des histoires. C'est des histoires que les gens du pouvoir sèment. Est-ce que l'opposition dit à ses militants de ne pas aller s'inscrire? L'opposition ne l'a jamais dit. C'est des discours qui démobilisent. L'opposition n'a jamais tenu des discours pour démobiliser. L'opposition a toujours gagné les élections. Les résultats sont là. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas à... Depuis un certain moment, on ne prouve pas les résultats. Ah si, en 2015, l'opposition CAP 2015 l'a prouvé. Avec un mémorandum. Les preuves étaient dans ce mémorandum. Alors je demande à tout le monde de lire cela. Et vous allez voir les preuves dedans. C'est-à-dire que un certain nombre d'électeurs. Non, c'est des histoires. Quand par exemple, on me parle de la formule en aucun cas. Mais attendez, en aucun cas, ça gêne qui? Est-ce qu'en aucun cas a été taillé contre M. Faure Gnassingbé? Non. C'est la volonté populaire. Le Togolais, dans sa majorité, s'est donné, s'est taillé cette constitution-là. Et dans cette constitution figurait la notion en aucun cas.
Et il y a des mois même, dans le temps, avaient appelé les Togolais à voter cette constitution. Aujourd'hui, qu'on ne me dise pas que c'est contre X ou contre Y, c'est des arguments qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, si les gens veulent vraiment que cette constitution revienne, ça va revenir. Les arguments, les démonstrations juridiques qui sont en train de se faire autour de la chose, c'est juste pour amuser la galerie. Si cette constitution, ou bien on pose le problème à l'Assemblée nationale, mais si UNIR veut vraiment, le pouvoir de M. Faure Gnassingbé veut vraiment que les choses avancent, je pense que le pouvoir va fermer les yeux sur cette histoire en aucun cas. Moi, ça ne gêne personne. Si on n'a pas des intentions derrière la tête, je pense qu'en aucun cas ne peut pas gêner. Alors si on n'a pas peut-être envie de rester au pouvoir ad vitam aeternam, écoutez, on laisse cette histoire. C'est parce que M. Faure Gnassingbé veut rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on mette cette phrase-là, ou bien ce bout de phrase qui dit en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation. Le peuple demande à ce que, en tout cas moi quand je parle du peuple, parce qu'on me dira peut-être que je me situe chacun à son peuple. Moi je parle de la majorité. Quand je parle toujours du peuple, je parle de la majorité des Togolais qui sont en train de souffrir, qui sont dans la misère, qui souhaitent l'alternance. Et ce peuple-là, je le trouve aussi à unir. Il y a des gens qui vivent dans la misère, qui sont à unir, qui veulent que ça change, qui veulent l'alternance. Et donc je parle de ce peuple. Alors aujourd'hui, ce peuple veut qu'il y ait les réformes. Faisons tout pour que ces réformes se fassent. Taisons nos égaux. Que UNIR comprenne qu'il y a des sacrifices à faire. Et que UNIR ait le courage de dire à son champion que tu ne peux pas rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et si ce courage est fait, je pense que beaucoup de choses vont évoluer. Aujourd'hui, le Togo est à la traîne au niveau de la communauté ouest-africaine. Mais sortons de ça. Sortons de ça. Qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas? C'est parce que les gens sont en train de voir ce qu'ils mettent dans leur poche. Ils ne veulent pas perdre les profits qu'ils ont. Les gens ne veulent pas peut-être quitter le pouvoir parce que quand on leur demande de construire, de faire une route, ils prennent l'argent et se mettent dans la poche. Les gens ne veulent pas laisser ces profits-là. C'est pour ça qu'ils veulent rester au pouvoir ad vitam aeternam. Mais une chose est sûre, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Que les gens se le mettent dans la tête, ce n'est plus possible. Ils ne pourront pas aller contre la volonté du peuple togolais. En tout cas, c'est votre analyse à vous, Jean-Luc Kassi Akole. Il défonce à Baki, on sent, disait tout à l'heure Germain Doubidi, une certaine incohérence dans les propos de la CEDEAO. Incohérence, impuissance ou diplomatie? Et je vais faire une petite remarque. Allez-y. Et cette remarque, elle est de taille. Je risque de répéter la même chose que Jean-Luc Kassi Akole. J'aurais préféré me retirer là, quelque part, là, et écouter mes 2 jeunes frères débattre. Mais je suis obligé de rappeler un certain nombre de choses qui me font chaud au cœur. Par rapport au speech de mon ami et frère Germain, il parlait tout à l'heure, il a mis l'accent sur 2 choses. Pourquoi en aucun cas qui avait empêché, et puis pourquoi la rétroactivité de la loi. Je fais remarquer ceci. Lorsque vous remontez le cours de l'histoire togolaise, 3 exemples sont patents. Quelle a été la réaction tout juste après la modification de la Constitution en 2002? Elle a été d'une application immédiate. Quelle a été la décision prise pour écarter M. Gilchrist de la course? Elle a été immédiate. Mais là où le bas blesse, là où toute une connerie, une aberration scandaleuse a été de mise, c'est en 2005. Je ne peux pas comprendre qu'en une seule nuit, qu'on fasse de M. Faure Gnassingbé un député, un président à l'Assemblée nationale, et puis un président de la République par intérim. Mais au nom de quelle loi on a pu faire ça? Alors que le principe sacro-saint même de l'Assemblée nationale qui demande que lorsque l'adoption est faite, la promulgation doit être faite 15 jours après par le président de la République. À l'époque, il était encore en vie, feu le général Yadema. Non. Maintenant, il faut que toutes ces décisions-là sortent dans le journal officiel. Ça n'a jamais été le cas. Et donc, tout ça là, ça a pris une allure rapide.
Pourquoi on nous dit aujourd'hui qu'il ne faut pas qu'on parle en aucun cas? Il a si bien dit. C'est pourquoi je dis, je risque de... J'aimerais faire observer jusque ce qui pose problème essentiellement aujourd'hui. Et moi, je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre. Je dis, ça ne devait pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens font preuve de mauvaise foi et de manque de volonté. Parce que au moins 97% de Togolais ont accepté que cette constitution que nous avons là, qu'elle soit, et que c'est une minorité qui s'est enfermée quelque part un jour, et puis l'a tripatué comme il a dit, pour qu'on rentre dans un système de conservation à vie du pouvoir. C'est tout le problème. Maintenant, je reviens sur le comité de suivi. Par rapport à la CENI. Je crois lire, ou je crois avoir lu, dans la feuille de route, une composition inclusive de la CENI, comprenant également les membres de ce comité de suivi-là. Mais je suis aussi scandalisé comme les responsables de la C14 en disant, mais qu'est-ce que vous nous avez dit à travers la feuille de route? Que la CENI soit inclusive. Vous devez être dedans. Est-ce que vous êtes dedans? Aujourd'hui, les travaux... le comité de suivi a mis en place promet ou est arrivé avec des experts électoraux. Non, nous ne sommes plus dans une étape. Nous ne sommes plus dans une étape de proposition. Lorsque vous avez une crise à gérer pour le bien-être des populations, ce qu'il y a lieu de faire pour leur bonheur, faites-le. Je vous dis tout à l'heure que dans la même délégation, je n'ai pas voulu citer de nom, parce que dans cette délégation-là, il y a des gens qui ont échangé avec la presse. Je vous dis que et c'est là où je suis d'accord avec Germain, en disant que il y a une sorte de déphasage et puis de non-dit, de... Comment je ne sais pas comment il faut qualifier cela. L'un dit quelque chose, l'autre dit le contraire. Parce que moi j'ai écouté un général de la délégation qui a dit c'est pas possible que les élections se tiennent le 20 décembre prochain. Ah oui. Dans la même délégation, j'ai entendu des gens dire que mais tout est à refaire en matière électorale au Togo. Mais qu'on nous dise aujourd'hui que mais non, mais soyons un tout petit peu sérieux. Est-ce que la CEDEAO est dans la logique de la justice? Avec ce qui s'est passé hier, je dirais non. Est-ce que les chefs d'État sont dans une logique de lâcheté? Parce que lorsque je parle de lâcheté entre guillemets, je sais très bien que ceux qui composent le comité de suivi doivent recevoir l'ordre des deux facilitateurs. Quels ont été les ordres donnés? Parce que vous ne pouvez pas venir ici. Quel a été le chronogramme fait selon vous? Quelle réforme passera avant l'autre selon vous? Alors que cette tâche relève même de la compétence du comité de suivi. Mais si aujourd'hui les gens disent mais ce n'est pas ça, ils sont dans leur bon droit. Parce que ce que vous avez remis comme un papier, vous n'arrivez pas vous-même à respecter cela. C'est de cela que je parle, en faisant un tout petit peu allusion à l'injustice et à la lâcheté. Pourquoi n'arrivez-vous pas à dire, vous-même, qui devez être membre de cette commission, ou bien de commission électorale, qui a commencé par... Est-ce que vous avez entendu le premier responsable de ce mouvement qu'on appelle Espérer, le prêtre Espérance Togo. Espérance Togo. Vous l'avez écouté? Il s'interrogeait sur le fait que la machine de la CENI se presse et on ne sait pas pourquoi. Et je vous apprends, vous le savez déjà, que le président de la Commission électorale nationale indépendante, le professeur Kadanga, a annoncé que déjà à partir du 1er octobre, il y aura le recensement électoral. Vous savez que il est dans son droit. Il est dans son droit. Et puis, il est également dans une logique. Ceux qui l'ont placé là-bas, s'ils le disent de le faire, il le fera. Vous-même, si vous acceptez... C'est une institution indépendante. Elle n'a jamais été indépendante. Je sais de quoi je parle. Elle n'a jamais indépendante. Elle n'a jamais été indépendante. Un simple exemple.
vous ne pouvez pas être président de cette commission-là et moi, le vice-président, tout ce que vous savez que je ne le sache pas. Que la plénière qui est indépendante et souveraine, ceux qui composent cette plénière-là ne sont pas au courant de certaines décisions. Et que vous, là, dans la logique de voler les élections, là, vous vous enfermez dans une chambre avec la chaîne nationale pendant que les autres ne sont pas au courant de ce que vous dites. Et le comble, c'est que le travail que toi-même tu as fait, tu es incapable. Devant l'univers, tu dis, on me fait savoir qu'il y a des erreurs ici. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Au moins pour une fois, au Togo. Eh bien, Ildefonse Akpaki, sur la question de la CENI, beaucoup de leaders restent déçus. Maître Yonvi Agboibo disait au sortir de ces réunions, j'ai constaté lors des travaux qu'on a tourné autour du pot, il n'y a pas d'ouverture réelle d'aller sur ce terrain, parlant bien sûr de la CENI, ce qui m'a mis pratiquement en état d'indignation. À un moment donné, j'avais voulu quitter la salle, mais comme nous sommes un groupe organisé, je suis resté. Il continue et dit, c'est avec amertume que j'ai suivi ce qui a été qualifié de relevé de conclusion pour ces 2 jours de travaux. Le combat reste tout entier, on change d'orientation. Chacun doit pouvoir donner du sens aux élections avec ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Maître Yonvi Agboibo. Vous savez, j'ai l'habitude de ne pas dire tout ce que j'ai dans mon cœur. Mais quand vous me poussez à dire des choses, par respect je dis, je me suis posé la question de savoir combien a-t-on mis dans la poche de ces gens-là qui composent cette commission, ce comité de suivi. Vous pensez qu'ils sont à la solde du pouvoir? Je n'ai pas dit ça, j'ai parlé français. Je dis, je ne sais pas combien on a mis dans la poche de ces messieurs pour que ça change la mission pour laquelle ils sont arrivés. J'ai tablé aujourd'hui et tout à l'heure d'ailleurs sur le fait que certains membres de ce comité-là doivent être membres de la commission, puisqu'on a dit que la commission sera inclusive et va comprendre ou comporter les membres de la CEDEAO. J'ai parlé tout à l'heure de lâcheté, parce qu'ils ne sont pas arrivés à dire la vérité. Et je parle en fonction de ce que j'ai lu dans la feuille de route. Et je parle en fonction de certaines réalités. Lorsque, il a dit tout à l'heure, Jean-Luc, lorsque le président de la commission, M. Broudi, la date du 20 décembre est maintenue. Vous savez que le découpage qui a été fait, ce découpage-là ne répond en rien aux réalités togolaises et que ce découpage a été fait sur la base politique pour permettre au pouvoir en place, c'est-à-dire aux partis politiques qui aujourd'hui nous régentent, il a dit de garder le pouvoir à vie. Parce que c'est des calculs politiques qui ont été faits. Je me suis rappelé lorsque ce vote devait avoir lieu à l'Assemblée nationale, puisque j'étais là, les députés de l'opposition ont dit, mais c'est pas des exemples palpables qu'ils ont dit, mais ce que vous êtes en train de faire là, où on a des localités qui sont grandes avec un seul député, et d'autres localités qui sont petites avec 2 ou 3 députés, parce que c'est des localités dans lesquelles ils peuvent facilement falsifier les choses. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question la dernière fois, je reviens là-dessus. Est-ce que la CEDEAO veut rééditer ce qu'elle a fait en 2005? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons à la mémoire le fait de capter le pouvoir comme ça. Des compatriotes qui ont perdu leur vie. Je dis bien inutilement. Si on suivait à la règle la loi fondamentale togolaise, il y a ça. Mais aujourd'hui, la CEDEAO veut-elle rééditer ce qu'elle a fait en 2005 en permettant ça, ce qui se passe là? Mais vous êtes sérieux? Comme quoi on peut aller aux élections? D'ailleurs, je suis très heureux de ce que dans le même comité de suivi là, ils ne se comprennent pas. Je suis très sérieux. Parce que je suis sûr que d'un jour à l'autre, il y a d'autres voix du même comité qui vont dire des vérités. Je sais de quoi je parle, moi. Eh bien, Jean-Luc, en tout cas, on sait que les facilitateurs ou le comité de suivi
est arrivé avec des experts ou des experts qui seront recrutés pour la réalisation donc des réformes et la tenue des élections. C'est quand même à féliciter des experts qui vont permettre à ce que les élections prochaines soient beaucoup plus transparentes, que toutes les parties prenantes puissent avoir une certaine gage de transparence. À féliciter si ces experts sont crédibles, c'est-à-dire quoi? Si ces experts ne se laissent pas corrompre. Parce que, attendez, c'est des experts qui ont été recrutés par la CEDEAO à travers un appel d'offres. Et je connais, ce pouvoir, et je sais que les gens sont capables de faire circuler de l'argent. Alors, si ces experts viennent en toute impartialité, je dirais oui, que c'est à féliciter. Et j'espère que d'ailleurs ils le sauront. Et ils chercheront à démontrer leur crédibilité pour permettre à ce que le processus électoral soit crédible. Mais moi, je voudrais revenir un peu sur ce que Ildefonse disait tout à l'heure. J'ai comme l'impression que la CEDEAO est divisée sur le cas togolais. Ça, ne nous cachons pas la face, parce qu'il y a une partie qui dit autre chose, l'autre partie. Effectivement, ce que mon frère Ildefonse disait tout à l'heure, mon grand frère Ildefonse disait tout à l'heure, qu'un certain général a fait une certaine affirmation. C'est vrai, nous avions eu écho de ça. J'étais là, pas avec eux, mais il parlait avec certains acteurs politiques quand nous étions juste là, on a écouté. De l'autre côté, il y a d'autres qui disent qu'il faut aller à ces élections le 20 décembre. Donc j'ai comme l'impression que la CEDEAO est divisée. On sait aussi que les gens sont en train de s'activer pour que, auprès de certains chefs d'État, pour que la cause soit favorable au pouvoir et que M. Faure Gnassingbé soit ménagé. Bon, je crois que aujourd'hui la question ne se pose plus si il faut attendre la CEDEAO, s'il faut attendre les experts, etc. etc. Non, la question ne se pose plus là. La question aujourd'hui, c'est que le peuple togolais doit prendre ses responsabilités. Il faut que les Togolais prennent leurs responsabilités, parce que si les Togolais veulent qu'il y ait élection aujourd'hui, il y aura élection. Si les Togolais ne veulent pas que les élections se passent, les élections ne se passeront pas. Parce que le peuple togolais a quand même une certaine souveraineté. C'est au peuple que revient la souveraineté. En droit, c'est comme ça. C'est le peuple à qui appartient la souveraineté. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, que ce peuple puisse reprendre cette souveraineté et l'exercer. Maintenant, par rapport à ta question, si ces experts, vraiment, comme je le disais, cherchaient à être crédibles, oui, ils feront un travail formidable, puisqu'ils auront à revoir le fichier électoral en intégralité. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il y avait comme doublon sera enlevé. Et ils verront peut-être le redécoupage électoral, et ils verront le processus même de fond en comble, pour qu'une fois pour toutes, qu'on puisse dire dans ce pays qu'il y a eu des élections crédibles, transparentes et démocratiques. Je crois que la CEDEAO aujourd'hui... Je crois qu'il faut ajouter aussi acceptable à tous. Acceptable à tous, c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Acceptable à tous, merci. Et je crois qu'aujourd'hui, la CEDEAO est en train de jouer sa crédibilité. Parce qu'en 2005, comme l'a dit Ildefonse, il y a beaucoup de choses qui sont passées et la CEDEAO était quelque part responsable. Aujourd'hui, il faudrait que la CEDEAO puisse quand même essayer de laver ce voile qu'elle a eu à salir au Togo en 2005. Dans le cas contraire, je pense que les Togolais seront, je ne sais pas, fâchés contre la CEDEAO là. Mais moi aujourd'hui, personnellement, en tant que citoyen, là je ne parle plus comme journaliste, mais je parle comme un citoyen togolais, franchement je n'attends plus rien de la CEDEAO. Vous n'attendez plus rien de la CEDEAO? Vous en êtes déçu? Ben oui, déçu parce que j'ai vu une CEDEAO impuissante devant la situation togolaise. Et là maintenant je me dis, il faut se remettre entre les mains du peuple et de Dieu. Vu la situation actuelle, vu les éléments d'analyse que vous sortez, l'opposition ne serait-elle pas contrainte d'aller aux élections le 20 décembre prochain? Je lapiderai cette opposition-là qui ira à cette élection le 20 décembre. Moi, Jean-Luc Assiakole, je lapiderai cette opposition-là. Parce que je suis convaincu que les réformes ne seront pas faites avant le 20 décembre. À l'allure où vont les choses. Parce que le pouvoir, c'est dans cette logique que le pouvoir est. Ne pas faire les réformes. On l'affirme, on le dit. Nous allons faire les réformes, mais dans la réalité, on ne veut pas le faire. C'est pour ça que je disais au début qu'il faut surveiller ce pouvoir comme du lait sur le feu. L'obliger
à faire ces réformes. Mais en l'espace de 3 mois, franchement, je ne crois pas que cela puisse être possible, à moins qu'il y ait un miracle. Germain, je pose la même question à vous. L'opposition ne serait-elle pas obligée à aller à ces législatives vu la situation d'imbroglio dans laquelle on est aujourd'hui? Oui, en réalité, il faut, à mon sens, avoir toujours une minorité de blocage à l'Assemblée nationale pour que le pouvoir ne fasse pas lui seul les réformes et ce ne serait pas peut-être consensuel. On aura peut-être encore des revendications par après. Mais de toutes les façons, l'opposition togolaise est plurielle. Il y a les centristes, il y a l'opposition traditionnelle qui est regroupée aujourd'hui dans la C14 avec un certain nombre de nouveaux acteurs, par exemple le PNP. Donc, si une partie de l'opposition boycotte les législatives prochaines, je crois qu'il y aura une partie qui ne le boycottera pas. Gérald Tama, par exemple, serait fier d'être le chef de file de l'opposition, même s'il a 3 ou 4 députés. Et je voudrais revenir, si vous le permettez, justement un peu en arrière, par rapport à la question de l'Anokonkan que j'évoquais aujourd'hui. Je comprends que c'est ce problème-là qui bloque, par exemple, les réformes depuis un certain nombre d'années. On a, depuis la PG, on a demandé à ce qu'on fasse des réformes, l'accord LPT-UFC en 2010 aussi, mais les réformes ne sont pas opérationnalisées depuis lors. Alors que si on trouve un compromis sur ce sujet-là, peut-être qu'on aura fait les réformes. Et celui dont il y a un certain nombre de personnes dans l'opposition ne veulent pas, peut-être la tête, on ne le trouvera pas, ils ne le trouveront pas. Maintenant, pourquoi ne pas faire le sacrifice pour qu'on fasse les réformes, pour qu'on finisse une fois de bon avec ces questions-là. Maintenant, revenons à la question d'application immédiate. Je crois que ce qui s'est passé avec Jacques Olympio, c'est que, justement, comme la modification d'application immédiate, il n'avait pas fait les 12 mois de résistance au Togo, et donc il a été écarté par cette clause-là. Maintenant, dire que la limitation connaît des situations antérieures, c'est sur ce sujet-là qu'un certain nombre de juristes disent que ça ne se passe pas de cette façon. Et revenons aussi encore en 2005. Moi, je me dis ce qui s'était passé en 2005 est regrettable et je ne voudrais plus cette situation pour notre pays. Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui se sont senties en insécurité ou ont eu du mal, ont peur de la venue à la mort du général Eyadema, ont pris un certain nombre d'actes, ont posé un certain nombre d'actes et nos amis de la communauté internationale à l'époque n'étaient pas d'accord avec nous. On a régularisé d'une façon ou d'une autre situation. Le chef d'État alors, Ignacy a démissionné et il a eu un nouveau président transitoire et puis après on a fait les élections et il a gagné. Maintenant, est-ce que nous voulons ce genre de situation? Nous voulons une alternance. Maintenant, il faut résoudre la question de comment accéder au pouvoir et comment quitter le pouvoir. Notre opposition a un certain nombre d'éminences grises. Il y a des acteurs dans l'opposition. Je parle par exemple de Fulbert Atisso, qui est un théoricien de l'alternance. Il a théorisé sur l'alternance. Il a donné la voie royale, justement, à mon sens, pour accéder au pouvoir. Il parle de la communauté internationale, de l'armée, du peuple, un certain nombre de paramètres à réunir pour qu'on quitte le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous faisons sur ces éléments-là? Est-ce que nous travaillons résolument sur ces actes-là? Est-ce que nous avons un répondant pour la communauté internationale? Nous avons choisi un profil, un leader qui répond au profil souhaité par la communauté internationale. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la communauté internationale qui fait des élections, qui élit les présidents, mais ce n'est qu'un secret de polichinelle. Quand vous n'avez pas l'aval, nos opposants, entre-temps, Jacques Olympio était en Angleterre, mais pourquoi il est revenu pour résider à Paris, en France? C'est parce qu'il sait que de l'autre côté, il n'aura pas, on dirait qu'il est pro-anglophone, qu'il est revenu dans le giron francophone. Donc, ce sont des secrets de polichinelle. Quand vous voulez être président, il y a un certain nombre de critères à ce que vous respectez. Il faut en tout cas donner une confiance par rapport à la stabilité du pays que vous dirigerez. Aujourd'hui, le contexte sécurité internationale est tel que on ne voudrait pas quand même aller à l'aventure. On ne veut pas avoir des braises, on ne veut pas avoir des champs d'insurrectionnels un peu partout, surtout dans nos sous-régions. Et donc, il faut choisir un profil. Il faut avoir quelqu'un qui a l'étoffe, en tout cas, de rassurer, par exemple, et l'armée et la communauté nationale, pour que
en tout cas, on puisse arriver peut-être à l'alternance. Donc, on ne travaille pas sur ces questions et on nous dit, quelqu'un voudrait s'éterniser au pouvoir. Je vous dis en réalité, si nous ne travaillons pas à faire en sorte que nous ayons le profil idéal qui réponde à certains critères bien définis pour donner des gages sûrs à des gens, nous serons toujours dans cette situation-là. Réaction je tombe des nues. Hein. J'ai comme l'impression que aujourd'hui les Togolais, le peuple togolais doit faire la courbette devant l'armée. C'est ce qu'on essaie de me montrer. Alors que cette armée-là est au soin du contribuable togolais. C'est avec mon argent que cette armée-là est entretenue. Je pense que l'armée est sous les ordres du peuple togolais. Et donc chercher peut-être aujourd'hui un candidat qui plairait à l'armée, moi je suis contre cette histoire-là, ou qui plairait à la communauté internationale, je dis c'est un faux problème. Une année antérieure, une année passée, mais M. Idem Kodjo a été présenté comme le candidat de la France, et que la France voulait imposer. Mais est-ce que M. Idem Kodjo a été président de la République? Non, il n'a pas participé. Alors moi je pense que... Non, attendez, laisse-moi terminer. Je t'ai laissé parler. Laisse-moi terminer. C'est moi qui ai la parole, s'il te plaît. Respectons-nous sur ça. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Et donc je disais que c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. Là, si on me parle d'intérêt, je serais d'accord. Peut-être cherchons à voir où se trouvent les intérêts pour peut-être se positionner là-bas. Et donc, moi, ces histoires de plaire à la communauté internationale, à l'armée, moi, je ne suis pas d'accord. L'armée, aujourd'hui, est aux ordres. Et c'est là où je reviens à quand mon ami Germain me dit qu'il faut une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. D'accord, je suis d'accord, il faut une minorité de blocage. Mais comment pouvoir avoir cette minorité de blocage si les élections sont déjà gagnées par quelqu'un? On annonce les élections. La personne a déjà les résultats, il sait qu'il aura peut-être tel nombre de députés à l'Assemblée nationale, et donc ceux qui vont participer, on leur donnera tel nombre. Mais comment voulez-vous alors qu'on ait cette minorité de blocage? C'est pour ça que je crois que l'opposition est en train de se battre pour que les choses soient claires, pour que celui qui a gagné, qu'on puisse dire oui, c'est toi qui as gagné, non, c'est elle qui a gagné. C'est ça en fait. Maintenant, pour ceux qui vont accompagner, comme le dit mon ami Germain, puisque bon, lui le sait déjà, hein, peut-être qu'il y a certains partis qui vont de l'opposition, qui se réclament de l'opposition, qui vont accompagner le pouvoir, même si la C14 n'y participe pas. Je crois que ces gens-là, les Togolais sauront qui sont en réalité. Si un parti aujourd'hui décide d'aller aux élections tant qu'il n'y a pas de réforme, les Togolais comprendront aujourd'hui que ces partis-là ne font que suivre la logique du pouvoir. C'est ça. Oui, réaction thérapeutique. Excusez-moi, supposons que l'opposition ne participe pas à ce scrutin et que UNICEL va à ce scrutin et rafle tous les sièges à l'Assemblée nationale. Il fera les réformes comme bon lui semble. À sa convenance. À sa convenance. Donc, est-ce que c'est ce que nous voulons? En tout cas, si on participe à ce scrutin, je crois que c'est à titre de conservation, à ce que peut-être si on ne fait pas les réformes, qu'on continue les discussions, on continue peut-être la pression pour que après on y arrive. Maintenant, mon ami Jean-Luc disait tout à l'heure que les scrutins gagnés d'avance, mais l'opposition avait gagné en 1994 avec Idim Kodjo et Agbebo. Même en 2007, on a eu une minorité de bloc. On a eu la minorité de bloc. En 2013, aujourd'hui, la Nation Unie seule ne pourra pas faire les réformes parce qu'il n'a pas les 4/5. Mais donc, ça veut dire que à chaque fois que l'opposition participe au scrutin, il a au moins cette minorité de blocage là pour à ce que l'opposition, le pouvoir en place ne fasse pas la réforme comme bon le sent. Donc, mais ça c'est une constante dans l'histoire politique. Maintenant, lorsque je disais tout à l'heure par rapport au profil et tout ça, écoutez, c'est du pragmatisme à mon sens. Vous savez, c'est comme cela que cela se passe. C'est comme cela que cela se passe. Si nous ne voulons pas le reconnaître, nous voulons faire abstraction de cela, alors que c'est la réalité, je crois qu'on va tourner en rond jusqu'à l'infini. L'autre réalité qui reste la grande question que les Togolais se posent est celle de savoir est-ce que les réformes se feront avant ou après les législatives annoncées pour le 20 décembre. Ildefonse Akwaki. Juste quelques remarques ou observations. Alors, j'avais dit sur ton plateau ici, et là je répète, que le vrai détenteur du pouvoir d'État politique au Togo, c'est l'armée. Et que ceux qui sont là, ou bien celui qui est là aujourd'hui, n'a que la procuration de cette armée-là. Jean-Luc l'a si bien dit tout à l'heure. Parce que quand vous faites une lecture de l'histoire togolaise, c'est l'armée qui donne. J'ai donné l'exemple la dernière fois. J'ai dit, mais je ne peux pas comprendre qu'on a une constitution
qui est le père ou la mère des 7 millions de Togolais que nous sommes, que nous devons respecter à la lettre. Et que le 5 février décédé également, que l'armée dise, nous avons constaté la vacance du pouvoir et nous confions le pouvoir à M. Faure Gnassingbé. C'est des travaux Alors, d'histoire. non mais attendez, oui. Et il faut toujours tirer les leçons du passé pour construire le présent et l'avenir. Il a dit quelque chose qui m'a fait un tic, c'est pourquoi j'ai voulu faire cette observation-là. L'article 65 dit, ce n'est pas Faure Gnassingbé, c'est Ouattara Fambaré Nachaba à l'époque qui devait assumer l'intérim. Mais si l'armée constate la vacance du pouvoir, alors que cette mission est dévolue à la Cour constitutionnelle, ça veut dire que c'est l'armée qui donne le pouvoir. Maintenant, quand il dit que c'est un acte regrettable, mais moi je tombe des nues ici, les journalistes, parce que moi je l'ai toujours dit, l'article 148 dit, ce que vous avez fait là, c'est un coup d'État constitutionnel. Et imprescriptible. Vous devez être puni. Cela ne veut pas dire que c'est un acte regrettable parce qu'on a dit à M. Faure Gnassingbé il faut démissionner, qu'il a démissionné. Lui et les commanditaires, ainsi que les auteurs de ce coup d'État constitutionnel devaient être soumis à la rigueur de l'article 148 de la République togolaise. Si cela n'a pas été fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est regrettable pour le Togo. Et si cela n'a pas été fait, c'est parce que les acteurs politiques se sont entendus sur un accord que nous avons appelé APG. Qui n'a pas été respecté. L'APG n'a pas été respecté depuis 2006. Depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Monsieur, non mais arrêtez cette histoire de reliquat d'APG. Il n'y a aucun reliquat. L'APG n'a pas été respecté depuis 2006 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est venu à la feuille de route. Et voilà, on constate qu'on ne veut pas aussi respecter la feuille de route. Et c'est là où moi je dis que le peuple togolais doit prendre ses responsabilités. En tout cas, le ministre Gilbert Bara, lui, il promet donc qu'il y aura les réformes. Il dit le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions qui s'imposent en vue de la réalisation des réformes constitutionnelles et institutionnelles. Laquelle elle t'a dit, c'est lui qui avait dit entre-temps que la page des réformes était fermée ou tournée. Il parle de quelle réforme ensuite? Oh, merci à vous, Ildefonse Akpaki, pour avoir accepté le débat de ces sujets qui animent la vie sociopolitique du pays avec nous. Merci également à vous, Jean-Luc Assia-Collé. Je rappelle que vous êtes le directeur de e-Visage Togo. Et merci à Germain Doubidi, qui est donc le directeur de l'agence Interface Presse. Merci. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. La 427 points. Merci à Rapide pour l'assistant technique au micro. Eli Klimgoka, donc c'est bien moi. Au revoir. Et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.